Africa News, notre plateau est toujours au complet avec nous, nos invités. Monsieur Bell, consultant en finance, et Monsieur Dosouyovo, consultant lui aussi, mais en politique de développement, et bien évidemment notre éditorialiste Daoud Attal. On va parler du Rwanda, qui a encore 10 années été classé 143e destination dans le monde où faire des affaires était considéré comme facile. Une décennie après, le pays occupe la 56e place mondiale et la 2e sur le continent, juste après l'île Maurice. Ce sont les statistiques du rapport Doing Business 2017. On peut bien évidemment parler d'une performance de taille. C'est un reportage de notre correspondant Oliva Jacoto. Le Rwanda veut désormais passer de la 2e à la 1re place des destinations africaines où la facilité de faire des affaires est une réalité. L'annonce a été faite ce 7 novembre 2016 à Kigali par les autorités du pays. Il est actuellement premier en Afrique de l'Est et 56e au niveau mondial d'après le rapport Doing Business 2017. Il a même gagné mondialement 6 places par rapport à 2016. Toutes les fois que la Banque mondiale introduit de nouveaux indicateurs pour le rapport Doing Business, nous constatons que la plupart de ces indices sont bien avant déjà pris en compte par le gouvernement du Rwanda. Et c'est cela qui motive notre ambition à viser la meilleure place en Afrique. L'île Maurice dévançait le Rwanda de 30 places dans le classement global de 2016. Elle ne compte désormais que 7 places d'avance sur le pays des 1000 collines, car le Rwanda a surtout introduit le respect de l'égalité du genre dans la création des entreprises. Mais d'autres défis restent encore à relever par les autorités rwandaises. Nous avons perdu beaucoup de points dans plusieurs domaines malgré nos efforts pour améliorer nos performances. La délivrance des permis de construction et l'accès à l'électricité sont des exemples palpables de cette faiblesse. Mais nous devons évaluer régulièrement les réformes pour rectifier le tir. La version 2017 du rapport Doing Business est la 14e édition de cette étude émanant de la Banque mondiale. Elle a été publiée le 24 octobre 2016 et continue d'être un meilleur document de référence pour les investisseurs puisqu'elle mesure la réglementation des affaires et son application effective dans 190 économies et dans certaines villes au niveau infranational et régional. Encore le Rwanda, Daouda, premier, en tout cas la 2e dans le classement Doing Business. Pourquoi le Rwanda ou encore l'île Maurice ont réussi là où la majorité des pays africains a échoué? La volonté politique, c'est le premier élément. Je pense que le président Paul Kagame a tout fait pour rendre attractif le Rwanda, pour les investisseurs en tout cas, que ce soit dans les services, les nouvelles technologies, le tourisme, etc. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à ce niveau. Maurice, bon voilà, pareil. Et puis il y a le Botswana, il y a maintenant l'Afrique du Sud. Je crois que là, on peut se dire que c'est les premiers en Afrique. Maintenant, comment faire pour évaluer les impacts sur le développement en soi? Je pense que la grande question, elle est là, parce que le doing business, c'est quand même des avantages que vous donnez en termes de fiscalité, en termes de facilité d'investissement. Maintenant, est-ce que cet argent est réinjecté? Ça, c'est une grande question. Mais bon, je pense que c'est très positif, parce que, surtout pour ce qui concerne les démarches administratives qui sont simplifiées. Oui, Monsieur Bell, c'est le risque en tentant de séduire les investisseurs étrangers. Parfois, on leur accorde trop d'avantages fiscaux. Bien sûr, effectivement, il ne faudrait pas négliger les entreprises locales pour lesquelles, effectivement, il faudrait également consentir un certain nombre d'avantages pour permettre une croissance pérenne. Mais cela dit, je pense que quand il y a des réussites en Afrique, il faut quand même les souligner. Et moi, j'avoue que je suis extrêmement admiratif de ce que le président Kagame a réussi à faire. On estime à environ un taux de croissance de 8% pendant les 10 dernières années. C'est quand même une performance qui mérite d'être soulignée. Donc moi, j'encourage. Il fait exactement ce qu'il faudrait faire. Les changements structurels sont là, l'évolution d'une économie basée sur l'agriculture à une économie basée sur les services sont là. Écoutez, pour moi, il a tout compris, c'est ce qu'il faudrait faire. Monsieur Dosouyovo, on parle d'un miracle rwandais. C'est comme ça que vous qualifierez le Rwanda, en tout cas depuis que Paul Kagame a accédé au pouvoir?
Le terme miracle me dérange un peu. Je crois que Paul Kagame a la tête sur les épaules et que rien n'est par hasard, parce qu'un miracle, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et c'est là où je reviens un peu sur ce qu'a dit M. Tal. Ce rapport Doing Business, en fait, tient compte d'un certain nombre de critères. Quand vous voulez rentrer là-dedans, vous analysez les critères avant et vous vous dites comment je fais pour rentrer là-dedans. Et donc, vous déployez une politique, une stratégie pour y arriver. Vous rencontrez, comment dire en anglais, les critères, et vous êtes bien classé. Vous ne rencontrez pas les critères, le classement est différent. Mais ça ne veut pas dire que chez vous, ça se passe mal. Et c'est ça, moi, ce que je veux. On ne fait pas du business à Lagos comme on fait à Cotonou, comme on fait à Kigali, justement. Et donc, c'est là où moi, j'ai un petit problème avec la manière dont sont établis ces critères qui font ces grands rapports et qui classent ces pays. Attention, je ne suis pas en train de dire que le Rwanda n'a pas réussi. Le Rwanda a réussi, justement parce que ses dirigeants ont compris, d'une part, comment on fait pour rentrer dans ces classements, parce que c'est ça qui vous ramène les investisseurs, mais en même temps, ils savent comment faire pour insuffler une politique locale et dynamique, pour que chez eux, ça change. Et ce que je dirais donc pour les autres pays, c'est de savoir faire l'âne pour avoir le foin. Essayer d'analyser ces critères pour rentrer là-dedans, mais ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on est rentré dans ces classements et qu'on est bien positionné, par effet de conséquences directes, ça se passera. Très rapidement, Daouda, on parle du classement Doing Business, mais ce n'est pas le seul classement qu'on pourrait pointer du doigt. Non, ce n'est pas le seul classement. Enfin, oui, d'un point de vue économique, et puis... vous voulez peut-être revenir sur la notion de développement. Moi, c'est ça qui me pose surtout problème. C'est que même nos croissances, les taux de croissance... Non, je parle également de Reporters sans frontières, par exemple, au niveau des classements sur la liberté de la presse, qui vont nous donner, et que quand on va sur le continent, on se rend compte que ce classement n'est pas du tout actuel et n'est pas du tout en adéquation avec la réalité. Oui, oui, c'est sûr que... Et puis même sur la corruption, ça mesure la perception, voilà. Simplement. Transparency International, pareil, on a quand même des classements occidentaux qui sont parfois biaisés. Mais c'est pour ça que je dis, c'est ce que je disais en première partie, c'est-à-dire que la nature a horreur du vide. Si vous ne vous occupez pas de mettre en place votre propre paradigme du développement, des évaluations, etc., les autres vont le faire à votre place, mais les autres vont le faire en fonction de leurs avantages. C'est comme l'histoire. Et l'histoire, par moments, est falsifiée par-ci, par-là. L'économie actuelle, le développement du continent, l'image qu'on donne au continent n'est pas vraiment l'image intrinsèque que l'on peut trouver en étant sur place. Et on va parler d'Égypte, l'Égypte qui tente toujours de se relever de la crise économique, sécuritaire, sociale et même politique à laquelle elle fait face depuis 2011. Elle a donc décidé d'avoir recours à de multiples sources de financement pour maintenir le cap et poursuivre son développement. Les autorités annoncent ainsi courant novembre l'émission d'un eurobond de 2 milliards de dollars. C'est un sujet de Déocratia Spodou. L'Égypte prévoit émettre un eurobond de 2 milliards de dollars d'ici fin novembre 2016. Selon les autorités, le montant exact de l'opération sera déterminé en fonction des conditions du marché. En août 2016, le montant de cet eurobond avait été estimé à 3 voire 5 milliards de dollars, supérieur aux chiffres actuels. L'initiative devrait permettre au pays de relancer son économie frappée de plein fouet par une baisse des rentrées de devises étrangères, un effondrement de l'industrie touristique, une fuite des investisseurs étrangers et une baisse des revenus tirés du canal de Suez. La situation économique et financière de l'Égypte se caractérise, comme plusieurs pays de la région, par un déficit budgétaire énorme qui s'est accumulé tout au long des années passées. L'Égypte aujourd'hui est-elle à même de créer suffisamment d'argent pour, 1, rembourser le principal de ce qu'elle emprunte, 2, rembourser les intérêts de ce qu'elle emprunte, parce que ce ne seront pas des prêts gratuits, et 3, est-ce qu'elle est capable de remettre sa machine économique au niveau de tout le peuple égyptien en marche. Depuis le renversement de l'ancien président Hosni Moubarak en janvier 2011, l'Égypte peine à renouer avec la croissance économique. Frappé par la baisse des revenus des hydrocarbures et du tourisme en raison de la persistance des questions sécuritaires, le gouvernement a mis en place un ambitieux plan qui vise à mobiliser 7 milliards de dollars chaque année. En vue de combler son déficit estimé à 30 milliards de dollars, les autorités ont engagé des négociations pour obtenir un soutien financier auprès de diverses institutions.
Sur 21 milliards de dollars nécessaires d'ici 2018, 12 milliards de dollars seront injectés par le Fonds monétaire international, 3 milliards de dollars par la Banque mondiale, 1,5 milliard de dollars par la Banque africaine de développement, en plus de l'émission d'obligations sur les marchés mondiaux et d'autres sources de financement. On emprunte, pourquoi faire? La question pertinente que tout banquier devra poser à une institution qui vient lui demander des prêts, il devrait savoir si cet argent va aller pour créer de la richesse, rembourser et se faire aussi, se rendre un service national en créant de la richesse, de l'emploi et en faisant avancer le pays. Eh bien, nous en sommes très loin. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est poursuivre une démarche démocratique. L'Égypte a initié une série de réformes pour redresser son économie. Le Caire s'est entre autres engagé à limiter la masse salariale de sa fonction publique ainsi que l'amélioration de la gestion de sa dette publique. Le gouvernement ambitionne également de faciliter la participation du secteur privé dans les activités économiques tout en améliorant l'environnement des affaires et en stimulant la concurrence. Daouda, ce recours au marché international, comment l'appréciez-vous? Est-ce vraiment la solution pour ces pays du continent qui ont besoin rapidement de capitaux? Moi, je suis particulièrement pour un recours au marché national, local, en termes de rebond. Il y a le privé local, il y a les populations, il y a un certain nombre d'investisseurs qui peuvent acheter, prendre des obligations à l'État, moyennant un taux de rémunération. Tout reste dans le pays. Maintenant, là, il s'agit quand même d'une grosse somme, 2 milliards de dollars. Il faut ouvrir sur l'international. L'important, c'est comment on utilise cet argent. Est-ce que l'utilisation qui en sera faite sera efficace pour le développement? C'est la grande question. Il y a les problèmes de sécurité en Égypte. Aujourd'hui, le tourisme a pris un coup. Les travaux sur le canal de Suez... L'Égypte pensait pouvoir quasiment doubler les recettes qui en étaient issues. Aujourd'hui, on se rend compte avec cette fréquentation qui baisse, probablement liée au pétrole. Et donc, je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà, on verra ce qui va se passer pour la suite, mais l'Égypte a vraiment besoin de relancer son économie, son tourisme, et il faut de l'argent. Malheureusement, je mettrai quand même un bémol sur le programme avec le FMI, parce qu'on sait que le FMI met des conditions qui sont parfois pas très favorables aux populations. Monsieur Bell, avec ces eurobonds, n'y a-t-il pas un risque que la dette des pays souscripteurs explose à un moment donné? Oui, évidemment. Après, il faut replacer les choses dans le contexte. L'Égypte, à cause des mouvements qu'il y a eu, de la guerre, on a tendance à penser que c'est un pays pauvre. L'Égypte, c'est quand même un pays PIB 330 milliards. Donc, on parle là d'un pays qui est dans le top 3 des plus grosses économies en Afrique. Donc, l'aide au développement aussi. Bien sûr. Cependant, 2 milliards quand vous gagnez 330 milliards, je pense que ce n'est pas un risque extrêmement important pour en rester à cette obligation de 2 milliards. Cela dit, évidemment, le plus important, ce n'est pas de savoir si on lève de l'argent. Je pense que s'il y a besoin de financement, il faut lever des fonds. Le plus important, c'est de savoir effectivement ce qu'on fait avec l'argent et comment est-ce que cet argent sera utilisé. Est-ce que ça sera utilisé à des fonds de développement, pour des infrastructures? Est-ce que ça sera des dépenses productives pour le pays? Si tel est le cas, c'est une bonne décision. Si ce n'est pas le cas, évidemment, il faudra y réfléchir à plusieurs fois avant de le faire, bien sûr. Monsieur Dossou, comment appréciez-vous ce recours au marché international qui se multiplie ces dernières années sur le continent africain? On a vu plusieurs pays, le Sénégal l'a fait, le Bénin l'a fait aussi récemment. Bon, là, on parle de l'Égypte. Je pense qu'il y a des périodes comme ça dans le monde, il y a des instruments qui sont utilisés et puis tout le monde y a recours. Le problème dans le cas de l'Égypte, on a dit que c'est un pays qui a connu une crise politique d'une part et du fait des questions sécuritaires a pris un coup sur sa politique de tourisme. Mais la question de savoir, est-ce qu'on cherche de l'argent pour résoudre ces problèmes parce qu'on sait qu'en les résolvant, ça va relancer la machine, ou alors est-ce qu'on cherche de l'argent pour lancer de nouveaux chantiers? Et ce sont les informations que nous n'avons pas pour le moment. Donc les 2 milliards, ils les auront certainement, parce qu'avec les institutions qui ont été citées, ce n'est pas ça qui pose problème. Mais c'est de savoir quelle est l'option. Est-ce que c'est une option de correction et de renforcement, ou alors c'est une option d'ouverture sur de nouveaux chantiers pour permettre de créer de nouveaux emplois, créer un nouveau tissu industriel. C'est ça qui compte le plus.
Monsieur Dossou-Yovo, je rappelle que vous êtes consultant en politique de développement. Merci pour vos analyses. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous également, Monsieur Bell, consultant également mais en finance et auteur de Maîtriser les produits dérivés en partant de zéro. Merci pour votre participation. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, Daouda. Merci Amira, c'est un plaisir partagé. Et en fermant cette émission, j'ouvre une fenêtre sur l'élection américaine, que le meilleur pour l'Afrique puisse gagner. Oui, il y a d'ailleurs des pronostics, Monsieur Dossou-Yovo, je me tourne vers vous. Je vais être très partisan. Moi, je pense qu'il faut qu'Hillary Clinton gagne. Parce que sinon le monde serait à l'envers et qu'on ne comprendrait pas comment rebondir, comment sortir de là. Monsieur Bell. Effectivement, je pense que le scrutin ne laisse pas beaucoup de place au hasard. Hillary Clinton part effectivement très favori. Donc effectivement, mon pronostic va plutôt vers elle. Et puis ce serait mieux pour l'Afrique, j'ai envie de dire. Je dirais la même chose. Oui, bon, on a dit ça aussi pour Obama. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est de bonnes choses quand même. Le pro-Obama a parlé. Heureusement. Comme vous disiez tout à l'heure, si l'Afrique ne se prend pas en main, si n'établit pas, ce n'est pas les Américains qui vont le faire pour eux. Exactement. Et Clinton fera la politique positive et favorable aux États-Unis, aux Africains de savoir tirer le bon bout. Voilà. En tout cas, on verra, on sera tous rivés sur nos écrans ce soir. Ouais. Je crois que c'est 3h GMT qu'on aura en tout cas un début de résultat. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'African Zoom, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de cette African Newsroom. À demain.